Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et on attend Vera Bossiac, le Vera Lifestyle, tout à l'heure sur ce plateau, avec un véritable coup de cœur pour Claire Romer, photographe pour bébé. Delphine Vespizer, CC au sport de rue, c'est du street workout qu'on va vous proposer tout à l'heure. Nous retrouverons également Sabrina Keller, présidente de Femmes de Foot. On parle ce soir d'Octobre Rose, de cette lutte contre le cancer du sein et du travail qui est réalisé par Femmes de Foot. Et innovation, ça sera en fin d'émission avec l'intelligence artificielle dans le monde de l'énergie. Je recevrai Hervé Lamorlaye, directeur général de RCUA. Juste avant, c'est le JT, il est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et dans ce JT, elle disputera demain une épreuve au championnat du monde de canoë-kayak en Chine. Nous avons rencontré la Strasbourgeoise Amélie Lesclotour juste avant son départ. Ils ont entre 15 et 18 ans et se mettent dans la peau d'un journaliste le temps d'une journée. C'est l'opération journaliste d'un jour. Et puis quand la réalité virtuelle s'invite dans une cérémonie vaudou, un mélange détonnant et inédit à découvrir au Château Vaudou de Strasbourg. L'Alsace séduit encore et toujours les touristes avec 5% de nuitées supplémentaires. Cumulées entre les hôtels et les meublés touristiques type Airbnb, le tourisme dans la région n'a visiblement pas souffert des manifestations de gilets jaunes ou de l'attentat, contrairement à d'autres villes françaises. Dans un contexte mondial hyper concurrentiel, l'Agence régionale du tourisme s'attache à faire connaître Bas-Rhin et Haut-Rhin via de nombreuses opérations de promotion et parfois très lointaines, comme nous l'explique Marie-Reine Fischer, la présidente de l'agence. Il y a d'abord les marchés matures, ce qu'on appelait jusqu'à présent les marchés matures, mais que nous devons travailler à tout instant, puisque la concurrence est vive. Nous avons une très très forte progression sur les marchés lointains, de plus 11%, et les marchés européens qui sont stables aujourd'hui, mais avec de belles progressions. C'est l'Espagne qui a le plus progressé, ensuite les Pays-Bas, et nous avons toujours l'Allemagne, puisque l'Allemagne c'est notre premier marché européen qui le plus important. Et puis ensuite, je vous parlais des marchés lointains. Alors là, on a une très grande progression, notamment du marché chinois. Nous travaillons maintenant depuis plusieurs années. Et puis l'Australie, qui effectivement aussi se développe beaucoup. Et la Chine, justement, une sportive strasbourgeoise en ce moment. Amélie Lesclotour, kayakiste de 34 ans, licenciée au club Strasbourg-Vive, participera demain au championnat du monde de marathon. C'est une discipline méconnue du canoë-kayak et elle vise une médaille. Gilles Kounz l'a suivie avant son départ lors de son dernier entraînement. Sous le regard attentif de son entraîneur, Amélie Lesclotour répète ses gammes. La spécialité de la kayakiste, le marathon. Une course de 26 km disputée en eau calme. Originalité de l'épreuve, à la fin de chaque boucle de 3 km 400, les athlètes sortent de l'eau avec leur kayak, courent une centaine de mètres, peuvent se ravitailler, puis repartent pour un nouveau tour. Je vais participer à 3 épreuves. La première épreuve, ce sera le 17 octobre, ce sera une short race. Donc c'est une courte, un marathon version court, il n'y a que 3 km 6. Ensuite le samedi, je ferai en quint, donc toute seule dans mon bateau, l'épreuve longue distance, le 26 km. Et enfin le dimanche, en K2, pareil, 26 km. L'objectif pour la multiple championne de France, décrocher en Chine une médaille mondiale. Mais la mission sera difficile, elle qui doit gérer chaque jour sa vie de sportive et son métier d'aide-soignante. Pour atteindre ses rêves, la Strasbourgeoise s'est beaucoup entraînée, souvent aux côtés de son mari, jusqu'à une quinzaine d'heures par semaine. Les qualités d'Amélie, c'est vraiment une grande capacité aérobie, c'est-à-dire qu'elle est capable d'enchaîner des heures d'entraînement sans problème, à des intensités plutôt élevées. Ensuite, en termes de mental, c'est quelqu'un qui est agréable, qui ne va pas faire d'esclandre ou quoi que ce soit, Mais par contre, sur l'eau, c'est une vraie bagarreuse. Elle ne lâchera jamais rien. Une bagarreuse qui devra peut-être faire un choix à son retour des mondiaux. Sa discipline n'étant pas olympique, elle pourrait être tentée de se lancer sur une épreuve plus courte, en vue des JO de Tokyo l'été prochain.
Ils sont plus de 2000 lycéens issus de 65 classes de lycées professionnels et d'enseignement général à participer cette semaine à la création d'un supplément spécial du journal L'Alsace. C'est l'opération journaliste d'un jour. Il s'agit pour ces jeunes de 15 à 18 ans de se mettre dans la peau d'un journaliste le temps d'une journée. Ils sont répartis sur les sites de Colmar, Saint-Louis, Célestat, Strasbourg, Haguenau et Mulhouse. Et c'est là-bas que Marine Zis les a rencontrés. Depuis 7 heures ce matin, la bibliothèque municipale de Mulhouse a des allures d'un service de rédaction. Les lycéens préparent le supplément qui paraîtra demain. L'ambiance est très studieuse puisqu'ils doivent avoir terminé leur article pour midi. Notre thème se porte sur la disparition des abeilles, sur le métier de l'apiculteur en général. Nous, on a choisi de faire des questions-réponses. Et du coup, faut qu'on note vraiment mot pour mot ce que notre interlocuteur nous a dit, etc. Pas toujours facile de rédiger un article lorsque c'est la première fois. Des journalistes du quotidien sont justement à leur côté pour les épauler et leur apprendre les bases du métier. C'est évidemment pas en une matinée qu'on va leur donner tous les ingrédients du métier. Ce matin, avant de commencer, je leur ai donné quelques basiques, notamment en insistant sur le fait que écrire, faire du journalisme, c'est aussi un peu un contrat de confiance avec les gens qu'on rencontre et qu'il faut que le plus important, c'est d'être fidèle à ce qu'on leur a raconté et d'être sûr de ce qu'on dit ou ce qu'on écrit. Donc j'ai posé un petit peu quelques jalons de vérifier, de ne pas écrire quelque chose dont ils ne sont pas sûrs, de rappeler éventuellement leurs interlocuteurs pour, si au moindre doute sur un nom, un prénom, un chiffre ou des données de ce qu'ils vont relater dans leurs articles. L'exercice est plutôt apprécié par les lycéens, même s'il n'est pas toujours évident. C'est la première fois pour ma part que j'écris un article. Donc... C'est pas facile. Oui, mais à deux, on s'en sort plus. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Après, je ne me verrai pas le faire tous les jours parce que je pense qu'il faut être à fond tout le temps et que ça doit pas être facile tout le temps. L'ensemble des articles paraîtront demain, mercredi, et seront distribués par les jeunes en personne dans les rues, comme ce matin au centre-ville de Mulhouse. C'est la rencontre de deux mondes, celui de la réalité virtuelle et des cérémonies vaudou. Et c'est au Château Vaudou de Strasbourg que vous pourrez bientôt le faire. À côté de la collection du musée, 4 parcours seront proposés aux visiteurs à l'aide de casques immersifs. C'est dans le cadre du festival Biz & Buzz dédié au numérique que le musée proposait de tester en avant-première ce dispositif. Avant de le proposer au grand public ce week-end, Fanny Kunz s'est plongée dans ce monde à 360 degrés. Un casque audio, un visiocasque de réalité virtuelle et une manette, 3 outils qui vous plongent dans l'univers vaudou comme si vous y étiez. Divination de l'oracle Fa, cérémonie Mamiwata de la divinité des océans, rituel du dieu guerrier Koku ou danse des masques Zangbeto, protecteurs et chasseurs de la nuit, 4 parcours immersifs sont proposés au musée Vaudou. Les nouvelles technologies interviennent toujours plus dans le quotidien. Le musée a donc fait le choix de laisser entrer la réalité virtuelle dans ses murs. Ne remplaçant en rien les visites, cette nouvelle expérience visuelle se veut complémentaire. Le musée, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre au quotidien. Il faut proposer toujours de nouvelles choses à nos visiteurs. Et pour nous, c'était très intéressant de développer ce projet en réalité virtuelle parce qu'on présente pratiquement que des objets et qui sont assez inertes. Donc le vaudou est une religion vivante et là, pouvoir présenter des rituels vivants en 360 degrés, c'est très intéressant. Ça permet vraiment de découvrir ce que c'est le vaudou, les gestes, les rituels magiques, les danses, les chants. On va présenter plusieurs séances, plusieurs dates, les gens vont pouvoir s'inscrire. Et l'idée, c'est que si ça prend bien, on le laisse en continu et les gens pourront visiter le musée, mais aussi faire l'expérience virtuelle sans avoir à réserver. C'est pas encore en place, mais on espère que ça va marcher. Après 9 mois de travail, l'entreprise Virtual Journey, spécialisée dans les vidéos à 360 degrés, accouche de ce projet. Ils ont passé 15 jours au Bénin au mois d'avril afin de réaliser des prises de vue de 12 cérémonies vaudou, de quoi faire se rencontrer patrimoine historique et nouvelles technologies. Le vaudou est plutôt quelque chose d'assez secret.
comme culte. Donc il y avait une certaine confiance à trouver pour pouvoir réaliser ces vidéos et ensuite pouvoir les présenter ici dans le cadre du musée. Chaque chapitre est composé de 2 séquences. Une séquence en vidéo 360 où on est complètement plongé dans la cérémonie qui se déroule devant nous et où on a une voix off qui nous explique, on va dire, ce qu'on voit. Donc ça, c'est une séquence qui va durer 6 minutes à peu près pour chaque cérémonie. Et ensuite, on prévoit une deuxième séquence où cette fois-ci, nous avons plutôt un objet qui va être présent dans la cérémonie, qu'on va extraire de la cérémonie sous forme d'un objet en 3 dimensions, qui va être par exemple un objet numérisé issu des collections du musée Vaudou, et qu'on va expliquer en le décomposant, le décortiquant, avec un aspect plus pédagogique. Réalisée par le laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie iCube, la numérisation de certains objets du musée est en cours. Elle devrait officiellement être intégrée au parcours virtuel d'ici la fin de l'année. Et on termine ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Il n'y a pas que Sébastien Loeb. La dernière course à Saint-Dié a rendu son verdict le week-end dernier et 4 Alsaciens participeront à la finale nationale du rallye jeune de la Fédération française de sport automobile. 2 Haurinois, Édouard Jabrin et Benjamin Stirling, et 2 Barinois, Antoine Batt et Alan Diebold. Ils s'affronteront début novembre sur le circuit de Lédenon, près de Nîmes, et tenteront d'avoir la même carrière que le lauréat de 2005, un certain Sébastien Ogier. Voilà, Ogier, tiens, voilà, comme ça. Merci beaucoup Anna, je ne m'y attendais pas. Merci pour le JT, on accueille le plateau Vera et son invitée Claire. Soyez les bienvenus, Claire Romer et Sabrina Keller, la présidente de Femmes de Foot, sont sur le plateau de 24 heures en Alsace. On parle évidemment de l'association, juste après la météo de Célia. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Bonjour à tous, votre météo pour ce jeudi 17 octobre. Et c'est une perturbation qui arrive comme prévu sur notre territoire. Ce sera beaucoup plus localisé sur le nord du territoire transfrontalier. Quelques averses au cours de la matinée. Rien de bien méchant, mais toujours pas mal de nuages bas. Côté Mercure, par contre, c'est de la douceur qui nous attend. En matinée, comptez 12 degrés. Et oui, le matin, notamment du côté de Saverne ou encore de Strasbourg, 11 degrés pour le reste du territoire alsacien, jusqu'à 13 degrés chez nos voisins allemands. L'après-midi, ça se calme. On retrouve un temps beaucoup plus sec. Alors on retrouvera quand même quelques averses du côté de Strasbourg ou encore d'Offenbourg, mais on verra beaucoup plus le soleil, il pointera beaucoup plus le bout de son nez. Côté Mercure, ça reste doux avec 18 degrés prévus du côté de Wissembourg, de Strasbourg ou encore de Mulhouse, 19 degrés la maximale, ce sera pour Colmar, 16 degrés si vous êtes du côté de Wissembourg. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de vendredi et le retour de la pluie, averses, nuages et soleil se partageront le ciel, on restera tout juste en dessous des 20 degrés, 19 degrés prévus en Alsace, entre 18 et 19 degrés chez nos voisins allemands, 19 degrés également si vous êtes dans le nord de la Suisse. Jeudi, nous serons donc le 17 octobre et nous fêterons les Zélie. Bonne fête à elles. Le soleil se lèvera à 7h51 pour se recoucher à 18h36, c'est précis. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20. À demain. C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Nous sommes très heureux de retrouver sur ce plateau Sabrina Keller, la présidente de Femmes de Foot. Comment allez-vous ? Oui, moi ça va super bien, je suis très heureuse d'être là ce soir. Surtout c'est Octobre Rose, vous êtes très impliquée, on va y revenir, mais cette association a été montée en 2017. On peut déjà faire un petit bilan ensemble, comment ça se passe Femmes de Foot ? Donc oui, en mai 2017, on a fêté nos 2 ans et demi, ça se passe très bien. On continue sur nos actions avec le cancer du sein, mais pas que. Là, on en parle parce que c'est Octobre Rose. On travaille beaucoup avec les enfants, beaucoup de boîtes à rêves, beaucoup de choses avec Femmes de Foot. Ouais. C'est quoi aujourd'hui être une femme de foot ? Ça va, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est être généreuse, c'est être solidaire, c'est s'intéresser à des causes qui touchent aux femmes, aux enfants. On est maman, vous l'êtes aussi, Vera, depuis peu de temps. Et donc voilà, on essaye de créer des événements en fait autour du Racing Club de Strasbourg, du foot qui est un vecteur puissant de communication. Donc j'utilise un peu les garçons, le monde de la Ligue 1 pour faire passer des messages
beaucoup pour les femmes et beaucoup pour les enfants en difficulté. Alors on voit sur ces images effectivement qu'il y a des fêtes qui sont organisées. Concrètement, les femmes de foot sont invitées, on va dire, au Racing Club de Strasbourg, se réunissent pendant des matchs. C'est là où vous faites passer les messages, c'est là où vous dites « aidez-moi et accompagnez-moi ». Oui, en fait, elles ne sont pas invitées. C'est la grande force de Femmes de foot et du Racing Club de Strasbourg. On a créé depuis 7 ans maintenant des événements, donc elles payent. Elles payent assez cher d'ailleurs leur place pour un spectacle et pour tout ce qui accompagne la marque Femmes de foot. Donc elles achètent des produits et à travers tout ce qu'on monte comme événement, elles participent d'une manière solidaire à toutes nos opérations. Ce qui est important, c'est de payer en fait. Parce que ça permet après de récolter des fonds. Oui, de récolter des fonds. On est à pas loin de 200 000 euros. Enfin, on a dépassé, je crois, les 200 000 euros cette année en 2 ans. Pour une assoce, je crois qu'on est un des clubs où on remet le plus d'argent pour les activations sociales et sociétales. Alors on vous l'a dit, ce soir on parle d'Octobre Rose. Octobre Rose, c'est un mois d'initiative contre le cancer du sein. Et je propose ces images qui ont été réalisées par Femmes de foot. Le cancer, c'est comme un champ de bataille, voilà, faut traverser. Il y a des cicatrices, il y a de la chimie, mais on arrive au bout. Je carbure autrement, disons. J'ai poursuivi mon parcours de féminité différemment. Femmes de foot finance des prothèses pour les patientes qui ont une mammectomie. Et Femmes de foot finance aussi les soins de support à type de socio-esthétique. Donc ça fait du bien aux patientes. Je suis là à certains moments, je suis, comme dit, dans le but d'accompagner aussi ces personnes-là. Dans un moment de leur vie, effectivement, j'ai mon petit rôle d'accompagnement. Et c'est déjà pas mal, finalement. Parce qu'on est dans un cadre extrêmement agréable, avec des jolis meubles, ça sent bon. C'est une petite parenthèse, on oublie qu'on est à l'hôpital. Et c'est Femmes de foot qui arrangeaient tout ça, oui. C'est très bien d'en parler, et je pense que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Voilà. Voilà, et la présidente est sur ce plateau, Sabrina Keller. Superbe clip, mais surtout superbe initiative, c'est ça. L'argent qui est récolté, ça permet parfois d'offrir des prothèses mammaires, d'offrir des soins. Comment ça se monte tout ça? C'est que vous arrivez à récolter des sous, vous allez voir le professeur Matelin, vous allez voir ces gens-là. Je travaille avec une femme, je crois que c'est aussi une histoire de femmes. Avec des femmes ce soir sur le plateau. Oui, c'est vrai. Vous l'avez fait exprès, Lionel? Non, mais je travaille avec une femme qui opère tous les jours du cancer du sein, donc elle sait de quoi elle parle. Et en fonction de ses envies, de ce dont les femmes ont besoin au quotidien, nous, on est plus là en soins support, donc des soins pour le bien-être. On n'intervient pas tellement sur la recherche, à part sur le lymphodème, où là, on a financé d'autres projets. On est là pour les soulager, parce que le moral est très important dans ces cas-là. Bénéficier d'un soin, savoir comment cette perruque va être mise, comment les prothèses mammaires initiales, quand on sort de l'hôpital et qu'on apprend le choc du cancer du sein, de l'ablation du sein. Donc on finance effectivement ces prothèses mammaires. Elles ressortent avec beaucoup de dignité. C'est important, ça va tellement vite. Donc on est là en support. Alors, Femmes de foot, ça marche très bien à Strasbourg, voilà, Racing Club de Strasbourg et les liens qui... Je les remercie. Bah ouais, les liens qui vous unissent. Aujourd'hui, comment faire des petits? Comment essaimer des femmes de foot? Vous étiez à Montpellier, il y a des liens qui sont créés avec ce club. C'est en bonne voie, c'est ça? C'est en très bonne voie, oui. On a très envie de continuer à créer cette communauté Femmes de foot ailleurs. Je crois que ces problèmes des femmes est partout dans toute la France. Donc effectivement, les clubs sont porteurs aussi de messages. Oui, il y a des liens qui se créent avec d'autres clubs en France. Est-ce que c'est difficile de faire venir des femmes au stade? Oui, c'est difficile à la base parce qu'on a le cliché du stade de foot, peut-être très masculin, avec des ambiances un peu compliquées. Alors Strasbourg, c'est encore un club à part, un club de cœur. C'est difficile, il faut juste leur proposer de faire le premier pas, c'est-à-dire de rentrer dans un stade. Et une fois qu'elles sont là, elles se prennent au jeu. C'est un spectacle. Ouais. On le présente comme un spectacle. On ouvre les portes assez tôt, on leur propose... Un bon moment. Voilà, vous avez été joueuse de foot, Vera, en défense, au Mars Bischheim. Elle a des infos quand même. Non, mais je sais. Elle porte d'ailleurs très bien notre t-shirt. Voilà. Ah bah justement, on en dit un petit mot de ce t-shirt. Voilà, c'est fuchsia, it's not a color, it's a symbol. Ouais. C'est vrai.
que vous en avez fait d'abord la couleur de femme de foot. Oui. Voilà, et ça, la couleur, c'est maintenant le symbole. On associe le fuchsia aux couleurs du club. Donc, il se trouve qu'à Strasbourg, c'est le bleu et blanc. C'est important pour moi de dire que le fuchsia, c'est plus qu'une couleur, c'est un symbole, effectivement, parce que derrière ce fuchsia, il y a toute cette solidarité. Tous ces gens qui viennent nous aider, il y a aussi des hommes, hein, je tiens à le préciser, il y a beaucoup d'hommes qui nous soutiennent. Donc fuchsia, c'est pas qu'une couleur, c'est vraiment un symbole. Alors on a un gros chèque là, pas qu'on vous remet, hein, que vous avez reçu. Dommage. Regardez, c'est un chèque de 25 000 €. Comment vous arrivez à récolter des sommes comme celle-là? Alors ce chèque-là qu'on vient de remettre pour les 25 000 €, c'est ce qu'on a remis pour la salle connectée de Clémenceau. On vient de toucher un chèque de 30 000 € d'un club amateur. Et, il faut qui vous a donné 30 000 €, un club amateur. Hein. Ouais, de Dinsheim. C'est énorme. On a créé en fait un dîner caritatif avec Jean-Luc Filzer et tout son club. Et voilà, en fait, on devait nous remettre 25 000 € et puis il y a eu un généreux donateur qui a rajouté 5 000 pour arrondir à 30 000 €. Comme quoi la générosité, voilà, quand on se met tous ensemble, ça crée un élan et ces 30 000 € iront directement à l'unité de scénologie pour le professeur Matelin. Voilà, beaucoup d'opérations évidemment sur cet octobre rose, sur le cancer, tout le mois d'octobre. Et un petit peu plus tard, dans l'année, on va se rapprocher de Noël, il y a le calendrier de l'Avent. Il faut nous en dire un petit peu plus sur cette opération que vous allez faire. Hein. Ouais, ce calendrier, il a eu beaucoup de succès l'année dernière. Donc on a créé un calendrier un peu spécifique, il est unique en France. Il y a 40 cadeaux à gagner, 40 cadeaux d'exception, des coups d'envoi, des petits déjeuners avec ton joueur. Voilà, ça c'est la touche femme de foot, c'est-à-dire qu'on arrive avec tout un concept concret, donc qui vaudra 20 €. On mangera des bons chocolats et dans 40 calendriers, il y aura un petit chocolat doré. On gagnera une grande surprise. C'est le Willy Wonka, ça. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc c'est ce qu'on a voulu recréer. Et puis les gens sont très heureux parce que tu fais une bonne action, tu peux acheter ton calendrier, en plus tu peux gagner un cadeau. Et puis tout ira aux causes qu'on défend pour les enfants. Bon, on en redira encore quelques mots en fin d'émission. Il y a ce site internet qui est à votre disposition pour accompagner cette association Fuchsia. It's not a color, it's a symbol. Elle est sympa l'affiche, elle est franchement très très bien. Et voilà, accompagnez-la, Sabrina Keller, parce qu'elle porte formidablement bien cette association. On marque une toute petite pause à suivre. C'est le Vera Lifestyle avec son invité. Ça, c'est votre coup de cœur, je le sais, Vera. Il y aura également Delphine Vespizer. On parlera un petit peu d'intelligence artificielle en fin d'émission. C'est juste après ça. Soyez les bienvenus tous les mercredis sur Alsace 20, le Vera Lifestyle. Salut à tous, alors attention, les images qui vont suivre sont beaucoup trop mignonnes. Avec nous ce soir, Claire qui est photographe professionnelle. Alors Claire, vous immortalisez les moments clés d'une vie de maman, racontez-nous. Effectivement, c'est mon travail. Depuis plus d'1 an, j'accompagne les futurs parents, les futures mamans lors de séances grossesse en extérieur où je leur propose des robes qui sont créées main. Ou des séances en lingerie. Et ensuite, je les accompagne lors de la naissance, à la maternité et aussi à leur domicile pour des séances un peu plus poussées. Voilà, une fois que le bébé est né, c'est la photo du nouveau-né. Alors pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans les photos de bébé ? Alors tout simplement, autre qu'un travail, c'est une passion. Depuis que je suis toute petite, je suis accompagnée d'enfants. Ma maman était assistante maternelle. Et quand je suis avec les enfants, c'est une telle douceur. Je suis apaisée, je suis calme et ils sont aussi apaisés. C'est juste génial de travailler avec les enfants et avec les parents. On peut revoir les petits choupinets là, s'il vous plaît. Il faut nous les remettre. Alors vous-même, vous n'avez pas d'enfant, hein, vous le disiez en off. Oui. Pas d'enfant, pas de chéri, mais pourtant vous avez tout ce qu'il faut et vous maîtrisez parfaitement la technique qu'on voit. Là, c'est l'emmaillotage, hein, le bébé qui est emmailloté, voilà, comme ici. C'est quoi votre secret ? Alors mon secret, c'est tout simplement d'être déstressé, de déstresser les parents parce qu'il faut vraiment être calme. Le bébé ressent vraiment tout. Ensuite, j'ai été formée par diverses formations. Je suis autodidacte, donc blog, forum. Et d'ici 1 mois, je serai formée par une photographe très très connue sur Paris et en Belgique, Magali Tintin, qui va me former encore plus.
D'accord, parce que là, le boulot est déjà bien fait quand même. Hein. Oui, mais toujours plus, toujours mieux. Le bébé dans la corbeille, c'est drôle. Vous nous le remettez en régie, il faut le revoir celui-là. Nostalgique. Mais oui. J'adore là justement les décors, les vêtements que portent les bébés. C'est vous qui créez tout ça de toutes pièces. Exactement. Comme avec toi, je me suis adaptée par rapport aux passions, le voyage notamment. Et j'apporte tout. Les parents n'ont rien à faire sauf à rapporter la bonne humeur, un bébé. C'est déjà mieux. Et m'indiquer leur passion. Et moi, je viens avec tout le matériel. Et puis voilà. Voilà, c'est ça par exemple. Exactement. Alors relevez-le bien. Voilà, bougez plus. Et ça, c'est votre maman. C'est ça, ma maman qui fait ça. Je souhaite vraiment apporter des matériaux de qualité pour les enfants, pour qu'ils n'ont pas de petits boutons. Je fais les choses main, du coup, et c'est aussi personnalisable selon les goûts, les couleurs, les envies de chaque parent. Et toi, Vera, qui l'a fait, ta petite puce, elle bougeait pas dans tous les sens, elle se laisse faire? Moi, je pensais en plus, on m'avait prévenu, on m'a dit « Oh bah, une fois un mois passé, c'est foutu, hein, elle se laissera plus emmailloter. » Et puis alors Claire, je sais pas ce qu'elle a fait, mais en fait, elle se sentait bien, elle était dans un cocon, elle s'est laissée faire. Ah, c'est cool. C'est la magie. Voilà, en tout cas, si vous avez envie de faire des photos avec Claire pendant votre grossesse ou après, voilà, les infos s'affichent en dessous. Voilà, autre actualité évidemment, Vera. Alors Lionel, dimanche 20 octobre, donc dimanche prochain, aura lieu l'élection Miss Élégance Alsace et vous allez le voir, il y a un programme absolument fabuleux. On va élire bien entendu la jolie demoiselle qui va représenter notre jolie région. Donc après 3 mois de préparation, les candidates vous réservent un show exceptionnel sur le thème des contes de fées. J'ai la chance d'y être en tant que marraine et de jury. Si vous avez envie encore de prendre votre place, il y a le petit lien With Event qui va s'afficher en dessous. Voilà, allez-y, on se verra. Et un petit coup de cœur pour terminer. Alors, si vous avez envie d'adopter un mode de vie écolo, plus sain, plus green, j'ai découvert une box qui est zéro déchet. Ça s'appelle Pouce Pouce. Alors, j'ai sur le plateau la box du mois d'octobre. Vous allez la voir en image. Donc, ce mois-ci, c'est sur le thème des lessives pour mousser green, détacher responsable et adoucir de manière écologique. On y trouve entre autres un kit lessive maison, de la terre de saumière pour éliminer des taches naturellement, une chose que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert aussi des balles de séchage en laine de mouton. Alors vous allez vous demander à quoi ça sert. Alors ça permet, c'est ça. C'est les petites balles, ce ne sont pas des balles pour jouer au tennis, mais voilà, elles permettent en fait de réduire le temps de séchage de 40%, d'éviter les bouloches et finalement toutes les lingettes adoucissantes qu'on va mettre dans le sèche-linge. Ça tu mets dans la machine. Voilà, ça remplace tout ça. C'est magique. D'accord. Et voilà, donc vous avez des infos, des astuces qui sont dans des livrets, des kits, et chaque mois, voilà, des thématiques différentes. Et c'est à partir de 19,90 €. Voilà, je vais vous afficher le site en dessous, comme ça vous pourrez voir si vous avez envie d'avoir plus d'infos. Et dans le petit carton, là, dans le petit sac Alors ça, c'est le kit lessive. Voilà, donc il y a du savon de Marseille. Mais qui ressemble à quoi? À une lessive de machine à laver, quoi. Paillettes, non? Non, en fait, c'est déjà des copeaux, en fait. C'est préparé pour faire une dose équivalent à une bouteille. Il y a même le petit sticker, ce qu'on peut coller autour, voilà. Et ça pour 19,90 €. C'est ça. Et toutes ces infos, vous les retrouvez bien sûr sur le site de veralifestyle.com et sur son Instagram. Voilà, c'est difficile de ne pas la rater. Merci beaucoup, Vera. Je vais terminer, il nous reste 2 petites minutes avec vous, Sabrina Keller, femme de foot. Si on regarde, est-ce que vous avez récolté à peu près 200 000 € en 2 ans, ce qui est énorme. Tout a déjà été réinjecté dans des associations ou il reste encore on a réinjecté pas mal d'argent, donc forcément les 200 000, et on va continuer à réinjecter beaucoup d'argent sur les causes qui nous tiennent à cœur. On va travailler, on va approfondir notre partenariat avec le Secours populaire, on va financer des vacances. En fait, on aime aussi tourner autour des femmes en difficulté, des femmes qui ne peuvent pas partir, qui sont en situation très précaire. On va travailler avec les apprentis d'Auteuil aussi. Donc vous allez faire quoi avec les apprentis d'Auteuil? On va déjà faire une soirée de la réussite avec eux, à la Méno, pour les mettre à l'honneur. Des choses positives, c'est très important pour les jeunes aujourd'hui qui sont en décrochage ou qui sont en difficulté. Voilà, le Secours populaire, Clémenceau continue notre partenariat. C'est important pour Femmes de Foot de Rappelez-nous ce que vous faites pour Clémenceau. On finance une salle connectée pour les enfants qui sont malades et qui ne peuvent plus aller à l'école, pour qu'ils ne soient pas trop en décrochage quand ils reviennent. On a financé beaucoup de choses. On va continuer. Ils ont beaucoup de projets. On est prêt à suivre et c'est important pour nous que les enfants
puisse continuer à être inséré dans la vie malade ou en difficulté. Alors c'est toujours difficile de choisir entre son père et sa mère, évidemment, entre les belles opérations qu'on fait, c'est même impossible. Mais s'il y avait une chose où vous êtes extrêmement fier dans la vie de cette association, une chose que vous avez faite en vous disant tiens, ça c'est bien. Donner du bonheur. Voilà. Donner du bonheur. Merci beaucoup Sabrina Keller. Allez, dans 30 secondes, on se quitte. Merci Claire. Merci. Continuez à photographier comme ça des petits poupounes. Nous, on adore ça. Merci voilà, ces petits trucs comme ça, ces petits gigots, c'est tout mignon. Merci beaucoup pour le Vera Lifestyle. Ce que je vous propose de suite, c'est de retrouver Delphine Vespizer. Je vous libère. Dans un instant, on parlera également d'intelligence artificielle. Ça se passera sur ce plateau avec le directeur général de RCUA. C'est ça l'avenir. À tout de suite. Salut Pinhunter et bienvenue à Mulhouse. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anthony de l'association Bar Fusion. Bonjour Anthony. Bonjour Delphine. Quand on parle de l'association Bar Fusion, tout de suite, on va penser au street workout. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, qu'est-ce que ça veut dire le street workout? Alors, le street workout, c'est un mélange, si vous voulez, de musculation dans un sport. C'est du sport urbain, musculation, gymnastique, et également un petit peu de breakdance et de parcours. Moi, c'est un mélange de ces quatre. C'est un sport très complet qui permettra, comme Anthony, de vous muscler très harmonieusement. Alors, ce qui est bien avec ce sport, c'est que, en fait, tu peux en faire partout parce que tu utilises tout et n'importe quoi dans la ville pour faire ton sport. Voilà, à la base, donc effectivement, on utilise des éléments existants urbains et par exemple des racks à vélo, par exemple des rangements à vélo, on peut utiliser pour faire du disque, pour faire du gainage. D'accord. Et après, par la suite, il y a eu des terrains de street workout où là, des éléments bien spécifiques pour pouvoir travailler correctement. Quelle est la différence avec le crossfit qui est très à la mode en ce moment? Alors le crossfit, c'est vraiment spécifique dans des box, qu'on appelle des box, donc c'est des salles de sport spécifiques crossfit, où là, ça va être des coachs qui vont suivre de A à Z durant tout l'entraînement un groupe de personnes où il va adapter justement les mouvements, les exercices. Donc vous êtes à l'extérieur et surtout, vous êtes entre amis. Vous formez ce qu'on appelle des teams, des groupes. Voilà, c'est ça. Donc nous, par exemple, on fait partie d'une association officielle depuis cet été, Bar Fusion. Effectivement, il existe des teams de jeunes qui se regroupent, qui se réunissent et qui créent justement un nom de team. Alors, ils font faire des t-shirts et ils s'entraînent ensemble, ils se réunissent. C'est vraiment un sport où ça allie le partage, la cohésion aussi, l'entraide, voilà, plein de choses. Alors justement, les parcs prévus à cet effet, on va vous en montrer un. Vous avez fait un partenariat avec la ville de Mulhouse qui vous a mis à dispo le parc qui était parfait pour vous, aux mesures qu'il vous fallait pour vous entraîner. Ah ouais, j'adore, il y a plein de garçons partout, c'est merveilleux. Bonjour, salut. Salut. Enchantée. D'où est venue l'envie de créer cette association Bar Fusion? En fait, c'est avec des amis. On a créé une team et du coup, on s'est initié pour vraiment développer le street workout dans le Haut-Rhin et pourquoi pas en Alsace. Le public, comment est-ce qu'il prend ça? Est-ce que l'aspect un peu urbain, quelque part, parfois ça peut avoir des mauvaises connotations ou pas sur ce sport-là? Pas forcément. Des fois, il y a des gens, ils sont plus curieux, je trouve. Et admiratifs. Voilà, exactement. Mais c'est ça aussi un peu qui me rend un peu ma force quand il y a des gens qui me regardent. Alors du coup, j'essaie de tenir plus longtemps, exemple. Alors, je sais qu'il y a une figure qui est super trop cool et que tu sais faire. C'est un genre de... comme si tu marches dans les airs. Voilà, le drapeau, Human Flag. Tu peux essayer de nous le faire? Ah oui, avec plaisir. It's like a loop machine. All around town, people trying to get down. Tout le monde peut faire du street workout. Oui, voilà. Enfants, adultes plus âgés et hommes et femmes. Voilà, même les femmes. Bah, ma femme, elle en pratique aussi. C'est vrai? Oui. Parce que les filles, on a quand même un peu moins les muscles un peu moins développés et on peut quand même. Ah oui, bien sûr. Comme je disais, c'est vraiment une question de technique, quoi. Ok, tu veux bien m'apprendre tes techniques? Ah oui, avec plaisir. Cool. Voilà, alors du coup c'est vraiment une question de technique. Prends genre la main et les deux mains comme ça. Ok.
Et en fait, il faut vraiment tirer vers là et la pousser. Et en fait, ça Tirer, fait comme pousser. Voilà, ça fait un contrepoint en fait. Ouais. Pour vraiment te... Voilà. Mais en fait, non, mais le truc, c'est que j'ai mal à l'épaule depuis 2 mois. Non, mais en fait, c'est vrai, c'est vraiment pas une excuse. Il y a un truc que je sais faire. Ça s'appelle le cochon pendu. Je tiens ça depuis la maternelle et j'en suis très fière. Ah bah oui. C'est ça. Je pense que j'ai vraiment bien évolué là, non? Ouais. Hein, j'ai bien évolué. Si vous aussi vous avez envie de participer, regardez, les infos sont ici. Les valeurs de partage, les valeurs de cohésion. En tout cas, merci beaucoup. Et nous, on se dit, mange culette et à bientôt. Et place à présent au magazine de l'énergie avec RGDS. S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel air d'énergie. Et notre invité ce soir, Hervé Lamorlette, comment allez-vous? Très bien, bonsoir. Bonsoir, Lionel. vous êtes le directeur général de RCUA. Alors on connaît bien RGDS, opérateur évidemment historique pour le gaz. On connaît moins RCUA. Expliquez-nous ce métier, le métier de cette filiale. Alors notre métier, on pourrait le résumer comme un métier de diffuseur de chaleur décarbonée. Donc en gros, on travaille avec nos clients en fait, pour élaborer des solutions pour produire et distribuer de l'énergie verte la moins chère possible. Et concrètement, c'est la construction de grosses centrales énergétiques pour alimenter des quartiers ou alors des villes tout entières avec une énergie renouvelable. À l'instar de celle du Wacken, qu'on va découvrir de suite, chaufferie du Wacken, il y a une cohabitation entre la chaudière à gaz et des chaudières biomasse, autrement dit bois et rafles de maïs. Et depuis quelques jours, il y a même un pilotage par l'intelligence artificielle. Reportage, Mathieu Chanvillard. De cette chaufferie part une eau à 90 degrés qui sert à chauffer tous les grands équipements du secteur. Le lycée, de grands immeubles de bureaux, le Rhenus Sport, 2 hôtels ou encore une piscine publique. Tous ces équipements sont connectés par fibre optique à la chaufferie qui connaît donc en détail toutes leurs variations de consommation. Les 2 dernières années, on a pu enregistrer le fonctionnement de la chaufferie, du réseau de chaleur et des consommateurs. Grâce à ces enregistrements, on a mis en place un algorithme. Donc l'algorithme, déjà, il a été créé grâce à ces enregistrements. Il a été entraîné grâce à ces enregistrements et il nous permet de prédire une consommation d'énergie du réseau de chaleur. Ces données sont ensuite croisées avec une foule d'éléments extérieurs qui vont impacter les besoins. La température extérieure, bien sûr, le vent, l'ensoleillement, mais aussi le calendrier scolaire qui impacte les besoins du lycée ou les matchs de basket de la SIG qui augmentent les besoins du Rhenus. Le logiciel d'intelligence artificielle, l'IA, doit donc en déduire une prévision de consommation afin d'adapter au mieux le fonctionnement de ces chaudières à bois. L'intérêt de l'IA, c'est de voir venir cette demande. Une fois qu'on a vu venir la demande, on a pu anticiper et on a pu augmenter la puissance de la chaudière biomasse 1 heure avant la demande. Cette heure gagnée nous permet d'optimiser le fonctionnement bois. Donc on va utiliser plus d'énergie biomasse et on va peut-être éviter un démarrage de chaudière gaz ou du moins on va très fortement limiter la consommation de gaz. Le but est évidemment de privilégier au maximum la consommation de bois plutôt que de gaz. La saison de chauffe qui vient de démarrer sera le premier vrai test grandeur nature pour ce nouveau système de pilotage. Le Rhenus et la SIG bien chauffés, c'est l'intelligence artificielle qui est passée par là. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan en fait? Depuis quelques semaines, c'est l'intelligence artificielle qui pilote en fait les régulations de la chaufferie. Et pour l'instant, tout se passe bien. Après, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'atteindre une augmentation de 2% d'énergie renouvelable supplémentaire sur ce réseau de chaleur. Et 2%, en fait, ça représente à peu près l'équivalent de 200 logements alimentés avec des énergies renouvelables. Oui, ça paraît peu, 2%, voilà. Mais c'est énorme en fait. C'est conséquent. En termes d'investissement, pour nous, l'intelligence artificielle, c'est très très limité, parce que ça coûte peu cher, contrairement à... Pour la mettre en place. Pour la mettre en place, pour la développer et la fiabiliser. Et si on avait dû augmenter de 2% en fait, la couverture du réseau du Wacken, il aurait fallu qu'on investisse dans une chaudière de 1 MW, qui coûte à peu près 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'il y a comme autre application pour l'intelligence artificielle sur vos sites à vous?
L'objectif qu'on s'est fixé en 2020, c'est de déployer cette intelligence artificielle sur l'ensemble de nos réseaux de chaleur. Donc c'est d'avoir un système duplicable. Et là, ce qu'on est en train d'expérimenter également, c'est, vu que l'intelligence artificielle nous prédit nos futures consommations, on va s'en servir également pour élaborer nos budgets ou également pour éventuellement prévoir nos clôtures budgétaires qui sont si chères à nos financiers. Voilà, incroyable intelligence artificielle. Ce qu'on sait un petit peu, moi, c'est que vous collaborez aussi avec des laboratoires. Un gros travail se fait avec l'Institut Carnot-Mika de Mulhouse sur le stockage d'énergie. Oui, ça fait 5 ans qu'on travaille avec l'Institut Mika Carnot sur différentes thématiques. Et l'avantage de l'Institut Mika Carnot, c'est qu'il regroupe 17 laboratoires locaux. Et donc, eux nous aiguillent directement vers les bons chercheurs, les bons laboratoires, en fait, par rapport à nos besoins. Et on a une chance en Alsace, c'est que ces laboratoires sont de qualité et nous permettent d'avoir des résultats qui sont très, très satisfaisants. Alors, c'est ce qu'on va voir de suite. Votre cœur de métier, évidemment, c'est la production et la fourniture d'énergie, mais pas que maintenant, puisqu'on commence à s'intéresser au stockage de la chaleur, qui est vraiment un gros problème. On est allé sur le campus de Mulhouse, comprendre à quoi pouvait ressembler le chauffage de demain. Ici, les recherches partent d'un double constat très simple. D'abord, nous n'exploitons pas suffisamment les énergies renouvelables et en plus, une partie de l'énergie que nous produisons est perdue, faute de savoir la stocker correctement. C'est tout l'enjeu des travaux menés dans ce laboratoire de recherche de l'Institut Carnot-Mika. Nous cherchons de stocker la chaleur qui est disponible comme la chaleur du soleil, ou la chaleur qui est perdue, donc l'énergie fatale, ce qu'on appelle l'énergie fatale dans l'industrie ou dans les réseaux de chaleur, pour pouvoir l'utiliser pour des utilisations courantes comme le chauffage des maisons et des bâtiments ou pour la rejeter dans les réseaux de chaleur et donc ne pas la perdre. Pour comprendre la suite, vous devez oublier votre conception habituelle de la chaleur. Ici, on ne cherche pas à maintenir de la chaleur sensible, comme on garderait de l'eau chaude dans un ballon. Le but, c'est de stocker les calories de chaleur, de les piéger dans un matériau un peu comme une éponge, et de pouvoir les libérer à volonté, selon les besoins, pour recréer de la chaleur sensible utilisable chez vous. Ce matériau, une fois séché, donc on dit qu'il est chargé de chaleur, mais en effet, il est froid. On peut le garder, en effet, à température ambiante pour un temps autant long qu'on veut. Et cette chaleur, elle est gardée jusqu'au moment où ce matériau il est à nouveau exposé à l'eau, donc à de l'humidité de l'air ou à de l'eau liquide, qui réagit avec notre matériau solide pour donner une réaction qui dégage de la chaleur. Plusieurs prototypes existent déjà dans le monde, plutôt destinés à des usages domestiques. Le laboratoire mulhousien planche, lui, sur des applications plus industrielles, destinées à récupérer de la chaleur fatale sur des sites industriels. Et avec nous, Hervé Lamorlette, notre invité. Pourquoi est-ce que c'est important de stocker comme ça cette chaleur ? Parce qu'on a une grosse intermittence entre les besoins en fait, des consommateurs et la production. En été, on a de gros apports solaires gratuits. Mais c'est difficile en fait d'emmener cette énergie jusqu'à l'hiver. Parce qu'on a besoin de chauffer en été les appartements, donc on a beaucoup de chaleur à ce moment-là. Exactement, et en hiver, quand il va faire très froid, on a le ciel qui sera gris et on ne pourra pas récupérer d'énergie solaire, donc il va falloir utiliser d'autres énergies. Et l'avantage de cette solution-là par rapport à un stockage traditionnel dans de l'eau, c'est que dans de l'eau, quelle que soit l'épaisseur de l'isolant de votre boiler ou de votre ballon d'eau chaude, c'est qu'à un moment ou à un autre, l'eau va refroidir, et pour stocker des grosses quantités, il faut des gros volumes. Avec ce système, en fait, on stocke la même quantité d'énergie dans des volumes au moins 4 fois inférieurs et sans perte. C'est-à-dire qu'on peut stocker de l'énergie en été et la libérer en hiver sans avoir perdu pendant l'intersaison en fait, une quelconque calorie. On a vu l'intérêt de travailler pour vous, entreprise, avec les laboratoires. Qu'est-ce que les labos ont à y gagner, eux ? Les laboratoires sont financés majoritairement par l'Agence nationale de recherche, mais ils doivent compléter en fait, leur budget par des financements privés. Et via notamment des partenariats avec des sociétés comme la nôtre, où on n'a pas une taille critique suffisante pour avoir notre propre laboratoire de recherche et développement, ou alors via des partenariats où on développe en commun des brevets, comme c'est le cas là sur ce projet de stockage, où il y aura une copropriété de brevets en fait, qui sera mise en place à l'issue du programme de recherche et développement. C'est gagnant-gagnant, ce que vous dites. Exactement. Autre chantier, comment faire mieux sur les installations existantes. Alors c'est un exemple assez étonnant à Saint-Louis. On imagine que la centrale de bois chauffe une partie de la ville, ça forcément, mais elle sèche également des bûches de bois, des bûches que vous utiliserez après chez vous. Regardez. L'idée part d'un constat très simple. Après avoir chauffé des logements et des bâtiments du secteur, l'eau du réseau de chaleur de la centrale revient ici, à son point de départ. Plus assez chaude pour être réutilisée directement dans le réseau, mais suffisamment pour avoir une seconde vie.
Au retour des réseaux, la température est encore trop élevée, ce qui induit en fait des pertes d'efficacité énergétique au niveau de la chaufferie, d'où l'idée de la mise en place d'un sécheur. Et ce sécheur permet d'utiliser cette chaleur résiduelle pour une meilleure valorisation et optimisation, et ce qui nous permet de sécher les bûches très rapidement. La chaleur restante est ainsi pulsée dans ces containers qui contiennent chacun 20 stères de bois. Et avec ce souffle puissant, à près de 50 degrés, on descend sous les 20% d'humidité en seulement une semaine, là où il faut attendre 2 ans avec du bois stocké en extérieur. Alors du coup là vous avez une bûche de 25 cm, du hêtre, et une des caractéristiques c'est la gerçure du bois, ce qui permet de montrer qu'il est bien sec. Après les bûches sont plus légères aussi, et vous avez un bruit caractéristique quand vous les claquez l'une contre l'autre, ce qui prouve que le bois est bien sec. Un système gagnant-gagnant qui permet à la centrale d'utiliser sa chaleur fatale et de produire un bois de chauffage très sec qui a un meilleur pouvoir calorifique et qui émet moins de particules. Voilà, ça c'est de l'optimisation. Hein. En une semaine, c'est chauffé alors que ça prendrait 2 ans traditionnellement. Oui, puis ça évite aussi de stocker du bois très longtemps quand on ne sait pas s'il va y avoir un hiver rigoureux ou pas. Là, une semaine avant les prévisions météo qui vont nous annoncer un hiver rigoureux, on est en capacité en fait, de sécher une quantité importante de bois. Et pour le particulier, ça lui permet d'avoir rapidement en fait, à disposition une bûche sèche. Voilà, ça c'est l'optimisation. Il y a d'autres pistes que vous explorez encore, hein? Les pistes qu'on explore aujourd'hui, c'est essayer de développer d'autres énergies renouvelables locales qui ne sont pas encore développées sur le territoire. Et également, on travaille sur la réalité augmentée, puisque nos installations deviennent de plus en plus techniques et pointues. Ouais. Et nos techniciens sont parfois isolés sur le territoire dans leur chaufferie. Et quand ils ont besoin d'une assistance par les ingénieurs, plutôt que d'envoyer un ingénieur à ses côtés pour l'aider, on équipe nos techniciens de lunettes à réalité augmentée. Et ce qui fait que, exactement, comme ça. Et donc, l'ingénieur qui est au bureau peut communiquer avec lui, voir ce qu'il est en train de faire, éventuellement partager des notices directement sur les lunettes pour que le technicien puisse intervenir en toute autonomie et en toute sécurité sur un site avec une personne qu'on pourrait dire qui est téléportée finalement grâce aux lunettes. Excellent, voilà, ça c'est l'innovation. Pour conclure évidemment face au réchauffement de la planète et à l'épuisement des ressources naturelles, l'innovation s'impose, on le voit chez vous. C'est quoi les grands enjeux pour vous dans les années à venir? C'est un peu la somme de tout ce qu'on vient de voir. On a une demande qui est de plus en plus importante de nos clients sur mieux et moins consommer. Donc à travers l'intelligence artificielle, on va mieux produire nos énergies pour qu'ils consomment mieux. Le fait de lui mettre à disposition un certain nombre de données sur sa consommation va permettre aussi à notre client de se rendre compte en fait ce qu'il consomme et l'inciter aussi peut-être à consommer à d'autres moments quand les énergies sont plus renouvelables ou moins onéreuses. Donc ça, c'est une thématique. Après, il faut, pour arriver à l'objectif de la collectivité de 100% ENR en 2050, il va falloir qu'on stocke de l'énergie, qu'on développe de nouvelles énergies renouvelables, qu'on utilise l'intelligence artificielle pour optimiser le fonctionnement de nos réseaux. Et on commence maintenant en 2019. Enfin, voilà. On ne commence pas. On commence à appliquer toute cette recherche. Et oui. Et il faudra également stocker l'énergie comme on l'a vu avant. Donc c'est la somme en fait de toutes ces innovations qui va nous permettre en fait d'aller assez rapidement vers l'objectif de 2050. Merci beaucoup pour ces explications, Hervé Labarlette. Merci à vous. Merci. Voilà, fin de cette édition. Et nous on se retrouve pour un nouveau magazine de l'énergie d'ici un mois. Salut.